Mon jumeau magnifique, le podcast de Cap Digital qui vous emmène à la découverte des jumeaux numériques pour la ville de demain. 27% des émissions de CO2 et 45% de la consommation d'énergie finale. C'est ce que pèse à lui seul le secteur du bâtiment en France. Chauffage, climatisation, isolation, lutte contre les ponts thermiques, habitudes des occupants, il existe de nombreux leviers d'action pour réduire l'empreinte carbone du bâti tout au long de sa vie. Pour les actionner efficacement, il faut d'abord optimiser les consommations d'électricité, de chauffage, d'eau. En bref, connaître finement et ajuster les besoins essentiels et éliminer les consommations superflues. C'est précisément ce que propose la startup Kipsum. Mais si l'on veut se donner les moyens d'atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut aller encore plus loin et massifier la rénovation du bâti. Et cette rénovation sera d'autant plus efficace qu'elle s'appuiera sur des simulations réalistes. Quel rôle le jumeau numérique peut-il jouer ? Comment combiner data et IA pour augmenter significativement l'efficacité énergétique de nos bâtiments ? C'est pour répondre à toutes ces questions que nous accueillons Philippe Chevalier, le CEO de Kipsum, pour ce 3e épisode de Mon jumeau magnifique. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre. Philippe, alors je suis, on va dire, de retour en enfance. J'ai de nouveau 14 ans. Est-ce que vous sauriez m'expliquer en quoi consiste exactement la solution qui est développée par Kipsum ? Donc Kipsum est une entreprise spécialisée pour diminuer les consommations énergétiques. On va appliquer notre solution à 2 types d'actifs. 1, des bâtiments tertiaires, comme peuvent avoir toutes les collectivités. 2, des bâtiments industriels. Peuvent être fabriqués des véhicules, des avions. Ça, c'est le premier marché. En France, c'est plus d'1 milliard de mètres carrés. Et le deuxième marché de Kipsum, c'est tout ce qui est processus. Des ateliers de peinture, par exemple pour Airbus, des fours pour ArcelorMittal. Et pour ces 2 marchés, Kipsum va répondre à un problème. Le problème, il y en a 2. La facture énergétique et le coût donc, que ça représente pour l'entreprise. Et le deuxième point, c'est que plus de 15%, c'est lié à un contrôle non optimal. Et Kipsum intervient là-dessus. Elle intervient sur les consommations et sur la consommation qui n'est pas optimale. Et pour ça, on crée un objet magnifique qui s'appelle le jumeau numérique, qui va permettre de modéliser, parce qu'il faut comprendre, comme dans toute chose, il faut comprendre avant d'optimiser. Donc on va modéliser, définir comment optimiser et le mettre en œuvre. Donc ça veut dire que Kipsum reproduit l'existant de manière virtuelle pour pouvoir ensuite mener des simulations, définir des scénarios qui vont nous permettre de trouver l'état optimal d'une installation énergétique. C'est bien cela ? C'est exactement ça. Et alors comment est-ce qu'on définit cet état optimal sur une installation énergétique ? Alors avant de parler de l'état optimal, je vais revenir sur comment on crée la modélisation et les jumeaux numériques. On a besoin d'informations, de mesures, de capteurs. Ces capteurs peuvent être des capteurs qu'on a développés au sein de Kipsum, qui par ailleurs sont industrialisés en France, en Normandie, peuvent être des capteurs qui sont déjà installés dans le bâtiment. Chez Kipsum, on n'a pas une approche big data, on a une approche lean de la data. Donc on va prendre le juste nombre de capteurs, ça va être des capteurs de température, d'humidité, des mesures de courant, des mesures de débit d'eau, qui vont nous permettre de reproduire et d'apprendre des paramètres de tout le système, à la fois de la production, de chaud et de froid, de la distribution, du bâtiment lui-même et des occupants. Mais on est une entreprise d'ingénieurs. On écrit les équations. Mais pas des équations dont on ne comprend pas le sens. Il y a un sens physique derrière. Dès qu'on parle de thermique et d'énergétique, il y a un sens physique, et ce sens physique, on doit le capter. Donc on va décrire pour chaque bâtiment des facteurs K de déperdition, des facteurs solaires pour des vitrages, des déperditions de chaudières, des infiltrations, et tous ces paramètres, pièce par pièce, étage par étage, bâtiment par bâtiment, on va les reproduire et on va se dire, ça y est, on est capable de prédire sur 24 heures comment thermiquement et énergétiquement ça se constitue. Et ensuite seulement, on va définir une commande optimale et surtout, on va l'appliquer. La mise en œuvre d'un jumeau numérique, du coup, surtout lorsqu'il est magnifique, comme vous l'avez dit, il implique forcément des difficultés qu'on n'attend pas forcément au début du projet. En d'autres termes, quelque part, quel fut le jumeau maléfique de votre jumeau numérique ? Il y en a plusieurs. Il y en a dans la mise en œuvre du jumeau numérique et ensuite dans l'application de la recommandation que va donner le jumeau numérique. Dans la mise en œuvre, il y a des pièges. Il faut récupérer de la data. Des fois, on va mettre un capteur.
2 jours après, il n'y a plus de capteur. Ça va arriver. Des fois, on a mis des capteurs sur des prises électriques. Le personnel de ménage débranche le capteur. Il est au mur, il est mal fixé, le capteur tombe. Ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans des installations existantes et il faut donc trouver, quand on veut faire un jumeau magnifique, une installation discrète, compacte, pas trop chargée en capteurs, parce que si on en met trop, il y a un coût d'installation qui est plus élevé. On dérive dans le retour sur investissement. Donc le jumeau numérique, initialement, doit avoir des capteurs simples, bien fixés, ne pas être sur le réseau du client. Ça peut sembler idiot, mais les clients, quand on parle de clients industriels, n'aiment pas qu'on soit sur leur réseau. Donc il faut savoir installer un réseau de façon très simple. Donc le jumeau numérique doit être simplifié au début, comme j'ai déjà dit, pour éviter tout piège de perte d'informations ou autre. Le deuxième piège du jumeau numérique, c'est qu'il va sortir une recommandation. Mais cette recommandation, si on n'a pas prévenu le facility manager, si on n'a pas prévenu les occupants, ils vont ne pas comprendre ce qu'on fait. Donc il faut faire preuve de pédagogie pour que le jumeau numérique se mette en œuvre. Cette pédagogie, il faut un accord avec les facility managers, avec les occupants, et on va faire étape par étape. Si on applique trop vite un changement, parce que j'en sais rien, il y a 3 ou 4 degrés trop pendant la journée, on va avoir des plaintes, alors qu'on est à la recommandation de confort. Donc progressif, toujours manuellement au début, et ensuite, par contre, ne pas rester dans le manuel, parce que c'est trop chronophage. Il faut ensuite automatiser la mise en œuvre. Donc mettre en place des automates, soit en communiquant avec les automates présents, soit en installant des nouveaux automates. Installation simple, pédagogie dans les actions à faire, mise en œuvre progressive, puis automatisation. Ce sont tous les éléments qu'il faut mettre en œuvre, et donc les pièges à éviter pour avoir un jumeau magnifique et non maléfique, comme vous dites, Pierre. Très bien. J'aime beaucoup finalement ce rapport des précisions qu'il y a autour de l'humain finalement, dans la mise en œuvre d'un tel projet, parce qu'on parle beaucoup de données, on a pu parler de cartes dans ce podcast, on a pu parler de beaucoup d'éléments techniques. Et finalement, on se rend compte que l'humain est quelque part au centre de l'équation. J'imagine que les ingénieurs comme vous, ça va être assez dur à modéliser quelque part. Ah, ça se modélise. mais finalement, il y a une notion qui est revenue, notamment sur l'efficacité énergétique et thermique de fait, c'est la notion de confort. Quand on voit que tout le monde a pu l'expérimenter au moins une fois, on a très chaud, le voisin de bureau ou d'à côté ne ressent pas du tout les choses de la même manière. Comment est-ce qu'on détermine la température de confort dans un bâtiment qui plus est industriel, qui plus est tertiaire, qui est partagé par parfois des centaines d'occupants? Donc déjà, que je reviens effectivement sur la notion de pédagogie, il va falloir expliquer ce qu'on va faire. Il y a des mots d'ordre, on l'a entendu, de sobriété, propagés par le gouvernement. Tout le monde, mettez-vous à 19 degrés. C'est très bien, mais c'est pas déjà forcément accepté de la même façon par tout le monde. Et à 19 degrés, c'est pas la même chose 19 degrés quand les parois sont froides que quand les parois sont bien isolées. Donc on doit savoir moduler à la fois la température, l'aération, la ventilation, les températures de parois. Donc nous, on met en place des indices de confort, ne prenant pas en compte que la température, permettant d'expliquer à chaque personne, voilà, vous allez être dans telle zone de confort, tel élément. Par contre, il est vrai qu'on peut avoir des notions de dispersion. Vous allez avoir des bâtiments qui sont tout en longueur, avec des grands réseaux de distribution de chaleur, et celui du bout, des fois, ils sont en inconfort. Est-ce que pour autant, il faut impacter, 200 mètres de longueur de bâtiment pour Monsieur Dupont ou Madame Durand, qui est au bout, et qui veut avoir le même confort que celui qui est avant? Il faut raisonner autrement. Monsieur Dupont et Madame Durand ont le droit au même confort que Monsieur Gauthier, qui est au début du bâtiment. Et c'est pas pour autant qu'il faut remonter de 10-15 degrés la température de production d'eau. Parce qu'elle va augmenter les déperditions, et à un confort donné, vous allez consommer beaucoup plus parce qu'il y a plein d'endroits où ça ne génère pas de confort. Donc il vaut mieux isoler le cas des personnes qui ont trop froid, des pièces, on va dire des parents pauvres d'éléments, et traiter le confort localement. Moi, je n'ai aucun problème à exprimer à des collectivités ou à des grands industriels. Ce bureau-là, on va le traiter avec un radiateur dédié, car on sait que c'est celui-là, ce n'est pas d'autres. Il y en a peut-être un, il y en a peut-être 2, peut-être 3, mais on va le traiter. Mais arrêtons d'impacter tout le reste, parce que quand M. Dupont, il a 19, M. Gauthier, il a 25. Alors qu'on pourrait très bien avoir M. Gauthier vers 19, 20, 21, parce qu'il y aura toujours un peu de dispersion. Si on ne mettait pas d'appoint, effectivement, M. Durand aurait 17. On lui met un petit radiateur d'appoint, bien contrôlé, bien piloté, et on gère après aussi toutes les zones où les occupants ne sont pas, où les occupants sont en vacances, les zones d'inoccupation, la gestion des ouvertures de fenêtres, la gestion des renouvellements. Donc dans la consommation, il y a effectivement la température cible, et tous les organes qu'on va actionner pour atteindre ce confort cible. On est finalement dans une approche assez pragmatique du confort et de la gestion énergétique du bâtiment. Et tout ça, c'est quelque part aussi pour limiter, d'une part, la facture énergétique à la fin du mois,
Et son corollaire, finalement, limiter l'impact carbone de l'installation. Au-delà de l'installation, à l'heure où l'impact carbone justement des technologies n'est plus approuvé, notamment pour les technologies numériques, est-ce que vous avez réfléchi chez Kipsum à cette problématique et justement à l'impact que votre solution en elle-même pourrait avoir en termes de production de CO2? Il faut savoir qu'Ipsum, on est labellisé Solar Impulse Efficient Solution depuis 2 ans, ce qui sous-entend qu'on a été évalué par un comité d'experts. Et une des questions de ce comité d'experts, c'est quel est l'impact de votre cycle de vie, du Life Cycle Assessment. Donc il va dire que quand on va faire un gain énergétique, il faut qu'on mette en place des capteurs, il faut qu'on produise des capteurs, potentiellement on alimente ces capteurs, qu'on envoie ces informations dans un cloud, que ce cloud va tourner, va faire tourner des data centers, qu'on envoie des recommandations et qu'on applique des recommandations. Tout ça a un coût énergétique, on va dire A. Ce coût A, on va l'optimiser à tous les niveaux. Nos capteurs, on va avoir programmé avec des modes qu'on appelle deep sleep, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer une valeur toutes les 5 minutes et ils vont s'endormir. On va minimiser la consommation énergétique. Pour 4000 m² de bâtiment, on va mettre environ 10-15 capteurs. On ne va pas en mettre 100, 200. Et d'ailleurs, un petit message pour ceux qui installent des gestionnaires techniques du bâtiment, il y a environ 10 fois trop de capteurs dans les GTB qui sont mis actuellement. Mais on y reviendra plus tard. Le message sera passé. Ouais, merci. Donc, on installe ces capteurs, on minimise la quantité d'envoi, mais il faut quand même qu'on puisse modéliser proprement dans le cloud. C'est ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que nous, on écrit des équations. On ne fait pas du big data où on va essayer d'apprendre des paramètres en se disant on optimise pareil un champ de carottes qu'un bâtiment. Non, on n'optimise pas pareil une gestion sous Google que quand on optimise thermiquement un bâtiment. Donc il faut mettre ce qu'on appelle un modèle hybride, et ce qui fait qu'on va accélérer le temps d'apprentissage et minimiser les données nécessaires à le faire. Donc moins de capteurs, un élément qui peut tourner mais qui va tourner une fois toutes les 15 minutes avec très peu de cœur de CPU, un envoi de recommandation, et si on perd le réseau, ce qui peut arriver, on va quand même avoir un vecteur sur 24 heures qui va permettre de faire le contrôle optimal. Donc, minimisation des capteurs, optimisation dans le cloud, minimisation des données stockées et commande simple avec un horizon 24 heures nous permet qu'en fait, la couche qu'on évalue donc A de toute cette gestion énergétique par rapport au gain B, on a un rapport 1 sur 1000, donc c'est-à-dire qu'on fait 1000 fois plus de gains que l'apport qu'on a eu, y compris les déplacements pour venir. Donc c'est très important effectivement parce que d'autres industriels n'ont pas la même approche et ils ont un coût beaucoup plus important là-dessus. Et il ne faut pas le négliger. Une approche très frugale. C'est ça, exactement. Kipsum propose une solution, donc si je le résume, et j'espère de manière assez fidèle, de mesure, de simulation et d'optimisation, quelque part, des systèmes énergétiques. Quelles sont, on va dire, à une échéance moyen terme, les prochaines pistes de développement des solutions que vous portez aujourd'hui ? Je vais revenir un peu sur l'histoire de Kipsum pour répondre. En fait, Kipsum a proposé des briques et des services qui ont évolué avec les besoins des clients. Il faut savoir que Kipsum ne dépend d'aucun investisseur. Nous n'avons jamais eu d'injection d'argent, de venture, de family office, etc. On est parti avec 10 000 euros. On a choisi de créer Kipsum en restant au début salarié de nos entreprises. On parlait de frugalité sur les capteurs, on est aussi frugal d'un point de vue financier. Et notre produit, et ce qui a fait notre croissance, qui fait qu'aujourd'hui on est 9 au sein de Kipsum, ce sont nos clients. Le produit a été développé avec nos clients et a évolué avec nos clients. On n'a pas théorisé des heures et des heures, pourtant on est une boîte d'ingénieurs, avant de mettre sur le marché. On a fait adapter, et donc ça veut dire qu'au départ on avait juste des capteurs, après on a développé des solutions d'actionneurs. La solution cloud, effectivement le jumeau numérique, on l'avait depuis le début, mais par contre, au départ on fait des bâtiments tertiaires, puis industriels. Puis des process, je vous ai dit en introduction, c'est que c'est Airbus qui est venu nous voir en disant ça marche bien ce que vous faites pour les bâtiments. On pourrait l'appliquer à des process. On a développé récemment aussi avec Total Energy des solutions pour de la flexibilité de bâtiments tertiaires, donc faire de l'effacement. L'effacement pour... Ah oui, désolé, oui, j'ai un terme un peu technique. Aujourd'hui, on subit des très fortes fluctuations de coûts de l'énergie. C'était encore plus vrai en 2022, un petit peu moins vrai en 2023, un peu moins de tension sur les prix, qui fait que des fois, il y a des journées où il y a des pics, et il peut y avoir des incentives à ce que des clients disent écoutez, moi je suis prêt à couper l'alimentation de telle solution. Ça peut être de dire, je veux effacer de la climatisation. Bon, il faudra trouver des solutions de stockage, on pourra en reparler. Ça peut être couper des process et les redémarrer plus tard. Et donc, il faut pouvoir accompagner ses clients en disant, vous voulez faire de l'effacement, vous voulez gagner de l'argent, peut-être là-dedans, coupez, mais on va vous dire comment ça va repartir et quel est l'état que vous allez obtenir. Et il faut savoir aussi que cette solution, on a fait une toute première brique. On a récemment reçu un financement à la fois de la région Île-de-France
et un accompagnement avec la BPI pour justement développer un jumeau numérique étendu, à la fois côté flexibilité élargie aussi sur des process, mais aussi dans les travaux de rénovation. C'est-à-dire que c'est un fort enjeu, la rénovation énergétique. Et ben notre jumeau numérique, il peut aider, guider vers cette rénovation, mais il faut pouvoir aligner tous les artisans, les matériaux pour prédire la meilleure rénovation. Donc ça, c'est des développements qu'on a en cours et sur lesquels on est suivi à la fois par la région et à la fois par BPI. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions pour ce 3e épisode de Mon Jumeau Magnifique. À vous qui nous écoutez sur les réseaux, je vous donne rendez-vous au prochain épisode que vous pourrez retrouver sur toutes les bonnes plateformes.